Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Si ce n'était qu'un cauchemar, Alex Ingang Bogmis est l'auteur de ce livre. Lui, il voit le jour en 1996 à Pétomé, dans la région du littoral au Cameroun. Il est passionné de l'Afrique. Il est journaliste, également auteur de Ngoya et Long Courrier, romans respectivement parus en 2020 et 2022. Alex, bienvenue sur le point littéraire. Merci de me recevoir. C'est une invitation de plus. Oui, une invitation de plus. Oui. En tout cas, j'espère avoir d'autres occasions pour parler du livre. Ce sera le cas qui nous réunit. Je dois avouer que d'abord, tu es un jeune journaliste qui vit en Turquie. Et là-bas, tu travailles dans une maison, je pense, elle est... L'agence de presse. L'agence de presse, voilà. L'agence de presse officielle de la Turquie. Exactement. Alors, comment ça se passe pour qu'un jeune se retrouve dans cet environnement-là? Je pense... Jeune Camerounais. Oui, c'est particulier le cas, il faut le dire. Je pense que dans l'histoire de l'agence, nous sommes deux venant du Cameroun à avoir travaillé de ce côté-là. Un grand frère qui était au desk anglais et moi je suis au desk français actuellement. C'est peut-être l'exercice d'une passion qui naît et qui a été entretenue depuis des années. Et aujourd'hui, ce n'est que la concrétisation, n'est-ce pas, de nombreux efforts. Oui. Et on espère qu'à travers cela, on pourra inspirer d'autres, de nouvelles passions, de nouvelles générations qui pourraient suivre nos pas, sinon faire mieux que nous. Vous êtes un journaliste. Lorsqu'on parle d'agence de presse, pour ceux qui nous écoutent, il s'agit de quoi en fait? Quel est le travail au quotidien? On est appelé à faire quoi? Des dépêches? Oui, bon, je vais parler de ce qui concerne l'agence dans laquelle je suis. Il faut publier en plusieurs langues, 13 langues notamment. Oui. Moi, je suis au desk français, mais il y a une corrélation entre les différentes langues. Oui. Et une agence officielle, normalement, est appelée à défendre, n'est-ce pas, les positions officielles de l'État, du pays. Et c'est ce qui se fait au quotidien. Mais au-delà, il faut présenter, n'est-ce pas, les différentes les informations sur différents aspects, présenter les spécialités de nombreux pays notamment, raison pour laquelle vous trouverez de nombreux correspondants d'agences officielles ou bien d'agences de presse dans des pays parfois qui n'ont rien à voir avec les attaches de cette agence-là. Au milieu de vos activités au niveau de l'agence, vous réussissez à écrire des livres. Le tout dernier qui vient de paraître, Si ce n'était qu'un cauchemar. Alors déjà, c'est... on va dire forcément une création de l'esprit, mais est-ce qu'il n'y a pas des conditions, des personnes ou une histoire qui vous aura poussé finalement à écrire ce livre? Des histoires, il y en a. Il y a du vécu peut-être, mais il y a surtout des histoires que j'ai lues, entendues, et qui ont été peut-être l'élément déclencheur de cette écriture. Vous savez, vous l'avez si bien dit, je suis passionné de l'Afrique. J'ai d'ailleurs fait un master en études africaines. Et vous verrez qu'il y a de nombreux problèmes traversés par notre génération, mais qui ne datent pas d'aujourd'hui. Tout à fait. Vous trouverez la migration dite clandestine et qui, avec elle, entraîne de nombreuses autres questions. Donc ce sont des histoires liées à ces phénomènes-là qui m'ont inspiré à écrire Si ce n'était qu'un cauchemar. Vous êtes présenté comme un amoureux de l'Afrique, mais j'aimerais dire que vous êtes également présenté comme un amoureux peut-être de la vie au village. Parce qu'en réalité, chaque fois que vous avez un roman, vous démarrez toujours par la vie au village, les réalités
qui sont oubliés aujourd'hui, la nécessité d'un retour aux sources. On décrit la vie paisible au village. Pourquoi cet amour pour le village? Est-ce que le village vous manque un peu? Je pense que ça manque à beaucoup de personnes, pas seulement moi. Aujourd'hui, dans un monde dit global, où nous sommes appelés à aller au-delà de nos frontières, nous vivons à une certaine époque quand on était confronté davantage à un phénomène appelé exode rural. Oui. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de jeunes qui, mais pas seulement, ça veut dire de plusieurs générations qui essaient de quitter les terres qui sont les leurs pour trouver une meilleure vie ailleurs. Et parfois, dans cette quête qui n'est peut-être pas une volonté tous azimuts, il y a des repères qu'il faut retrouver. Et c'est peut-être aussi de la responsabilité d'un écrivain qui maîtrise encore certains codes, de se mettre au travail et essayer de montrer qu'il existe au-delà des descriptions faites du village qui ne sont pas toujours positives. Oui. Des choses qui pourraient encore être sauvées, qui pourraient être mises en avant. C'est peut-être ce qui justifie cela, mais il y a également le fait que je pense à travers mon parcours avoir fait et le village et la ville et même l'autre côté. Tu vas côtoyer tous les milieux en quelque sorte. Exactement. Est-ce que c'est compréhensible aujourd'hui d'entendre dire que je ne connais pas mon village, je n'y suis jamais allé simplement parce qu'il y a un sorcier ou des sorciers qui m'empêchent d'y aller? Est-ce que c'est une raison valable, fondamentale, de ne pas connaître ses racines, d'où l'on vient nécessairement? Je pense que ce commentaire relève des conséquences d'un phénomène qui tire ses sources un peu plus loin. Il est évident aujourd'hui qu'il nous a été appris à nous détester nous-mêmes. Nous nous détestons. Et lorsqu'on dit nous détestons, on déteste notre propre essence. Et j'ai eu le soin de mentionner une citation de Momobok qui dit être et savoir des ancêtres. Ou encore un Thomas Sankara qui disait je suis parce que j'ai des ancêtres justement. Donc on ne pourrait se retrouver dans un monde global, dans un village dit planétaire aujourd'hui si nous-mêmes on ne maîtrise pas nos propres racines. Donc il est important de connaître ses racines et il n'existe aucun milieu qui soit parfait. Donc il existe certes des tares qu'il faut résoudre. Mais il ne faut pas tout de suite tourner le dos au village. Il ne faut pas du tout tourner le dos. À nos racines en quelque sorte. Alors vous vous servez d'un prétexte. Il s'agit de l'histoire d'un certain Bissaï. C'est le personnage principal de votre roman. Alors lui, il est un jeune qui vit au village avec ses parents, dans un environnement tranquille, comme d'habitude. Et puis il y a beaucoup d'événements qui arrivent pour bousculer la stabilité. Il doit aller ici et là. C'est une belle histoire bien racontée, mais c'est surtout les thèmes qui sont évoqués. Il y a d'abord la question de l'enfant soldat. Vous, en tant que journaliste, vous avez certainement eu aussi bien des récits que des histoires autour des enfants soldats. C'est une dure réalité que l'Afrique connaît encore jusqu'aujourd'hui. Alors, le regard que d'abord vous portez sur l'enfant soldat et qu'est-ce qu'on essaie de transmettre à travers l'histoire de Bissaï? À travers Bissaï, à travers l'histoire de Bissaï, il y a cette volonté de dire que devenir enfant soldat ne relève pas toujours d'un choix. Si vous prenez l'exemple de Bissaï justement, vous verrez que dans son œuvre de paix, il y avait un certain calme, une certaine paix, un certain calme qui était distillé par sa famille, par son environnement direct, et d'un coup devient orphelin et surtout forcé à faire des choses qui ne lui sont pas propres, qui ne relèvent pas de son éducation. Et devenir enfant soldat donc est une conséquence, et ce phénomène mérite parfois d'être traité avec davantage de détails. Et vous verrez donc qu'on peut quitter d'enfant soldat pour un migrant irrégulier, mais ce sont des choix qui ne sont parfois pas assumés. Ça veut dire qu'on est quelque part et on veut peut-être rester quelque part, sauf que à certains moments on rencontre des difficultés ou alors on est forcé à faire certains choix qui malheureusement deviennent des fardeaux. Alors Bissaï est l'enfant, il a 2 sœurs, il doit abandonner, il regarde son père se faire tuer.
et il s'en va avec on va dire un groupe de rebelles. Généralement, ce sont des personnes qui se revendiquent parce que quand même c'est une zone où il y a beaucoup de richesses que les Blancs exploitent, et les Bakalas, je crois bien. Exactement. Voilà, parce que je reprends le nom du livre utilisé dans le livre. Alors c'est une zone qui est surexploitée. Voilà. Et donc les jeunes ou bien cette milice décide désormais de protéger les intérêts. C'est généralement de ce type de combat que tout cela part. Mais cela a finalement un impact négatif aussi bien sur la contrée que sur les enfants. Oui, je pense qu'il y a des cas aujourd'hui qui sont très flagrants. Je me suis beaucoup intéressé à celui du Libéria. Il y a également celui plus récent ou bien qui est très long, qui date de nombreuses années, celui de l'Est de la RDC. Oui. Vous verrez qu'il y a de nombreux enfants qui sont enrôlés dans des groupes armés de défense, oui. Et qui n'ont rien à voir avec l'idéologie, puisque l'idéologie d'IA n'existe pas. Alors, s'il faudrait prendre ces deux cas-là par exemple, on verrait que des juridictions internationales ont été mises sur pied pour juger, n'est-ce pas, certaines personnes. Mais davantage, personnellement, je m'interroge, est-ce qu'il y a lieu de juger ces personnes-là de façon personnelle ou alors attaquer le phénomène à la base et comprendre les raisons pour lesquelles il y a des enfants soldats et comment résoudre la question de façon pérenne surtout. Oui. Alors toujours les mines beaucoup, les métaux précieux qui sont très sollicités par les Blancs amènent finalement des guerres. À côté de ça, on voit un enfant soldat, généralement qui se transforme, qui se transcende parce qu'il veut, dans son nouveau biotope, être accepté, survivre dans un environnement difficile. Et puis les auditeurs, potentiels lecteurs vont découvrir plus tard cette belle façon que vous avez eu à faire, notamment en récupérant par exemple la chanson de Otto Marcellin, la lettre de l'enfant soldat à sa mère, à son père. C'était quand même intéressant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la chanson est très connue, donc forcément tout le monde va se reconnaître en lisant cet extrait-là. Je pense déjà que c'était une façon assez modeste de ma part de rendre hommage à cet artiste dont la chanson a bercé plus d'une génération. Ça c'est vrai. Et qui surtout interpelle, dont le texte interpelle. Un artiste, lorsqu'il fait un travail comme celui-là, c'est généralement pour qu'il soit immortalisé. Tout à fait. Voilà, donc c'était davantage un hommage, mais il y a aussi cette volonté de dire que les œuvres de l'esprit, comme les autres, ne tirent pas leur source, elles ne viennent pas ex nihilo. Ça veut dire on s'inspire des autres et on essaye à son niveau d'ajouter une touche qui permet de créer une différence. Donc Otto Marcellin a fait le travail qu'il fallait, c'était un hommage. Au travail qu'il a fait, il était question pour moi, de façon modeste, d'ajouter une petite touche, tout simplement. C'est plutôt bien réussi pour l'hommage. Alors à côté de la situation de l'enfant soldat, on voit bien la difficulté à vivre dans un environnement d'abord du livre, c'est-à-dire que après avoir fui les difficultés de la ville parce que poursuivi pour une histoire d'amour, les auditeurs vont lire plus tard. Alors, ils se retrouvent en ville où c'est pas évident, obligés de dormir à la Belle Étoile avec un enfant à bas âge. C'est parfois le quotidien de certaines personnes, pas seulement au Cameroun, même ailleurs, même au Gabon et autres. Ce sont des dures réalités de la vie. Est-ce que la vie, c'est finalement les hauts et les bas, comme on le dit, peut-être essentiellement les bas pour certains? Je pense qu'il est surtout question de présenter le côté hideux de la migration. Lorsqu'on est né quelque part, il faut avoir des racines. Et parfois, lorsqu'on est, n'est-ce pas, refoulé de son lieu, de son arbre de vie naturel, on peut se mettre quelque part et on a surtout cette due réalité qui s'impose à nous. Ça veut dire que quitter d'un village pour arriver en ville, on peut toujours pas être dans des conditions où on aurait voulu être. Ça veut dire, si vous prenez le cas de Bissaï qui quitte de son village, il est normal que lorsqu'il vivait avec ses parents, qu'ils connaissent une certaine paix, mais lorsqu'il quitte de son village, il va en ville,
il découvre des réalités qui sont différentes de celles du milieu rural. Et lorsqu'il quitte le milieu urbain et qu'il va hors des frontières, il y a également des réalités qui sont propres, n'est-ce pas, à ce qui pourrait être appelé peut-être un circuit migratoire. Tout à fait. Voilà, ça veut dire qu'il quittait d'un point A, qui est le village, à un point B, qui est la ville, et de la ville pour un autre coin. Je pense que chacun mérite, n'est-ce pas, d'être décrit en fonction des réalités qui y sont vécues. Est-ce que finalement, nous ne sommes pas tous des migrants? Parce qu'on regarde bien son père, pour trouver un havre de paix, il était obligé d'aller dans sa belle famille, ce qu'il n'aurait pas pensé. Alors, Bissay, au quotidien, se déplace, part d'un coin à un autre. Objectif, toujours un mieux-être, un environnement où il se sentira à l'aise. Alors finalement, est-ce que nous tous ne sommes pas des migrants? Je pense qu'à travers l'histoire des migrations, il est évident que peu de personnes, où il y en a très peu qui sont chez eux. Mais il faut surtout intégrer le fait qu'épouser, n'est-ce pas, les pratiques d'un lieu est très important. Oui. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui se retrouvent à des endroits qui ne sont pas les leurs, mais qui veulent imposer, n'est-ce pas, leur mode de vie. Nous, Africains subsahariens davantage, nous sommes des exemples palpables de ce que je veux décrire. Nous avons été, il faut le dire, avec suffisamment de points, été retrouvés chez nous à un certain moment et nous sommes vus imposer un rythme de vie. Tout à fait. Et ce rythme de vie aujourd'hui, je pense personnellement, est la cause de nombreuses déchéances. Tout à fait. Ça veut dire on pense comme les autres, on vit comme les autres, on s'habille comme les autres, mais malheureusement, on ne pourrait être les autres. Alors il faudrait créer dans cet environnement où nous sommes, j'aime beaucoup utiliser cette expression qui n'est pas la mienne, le village planétaire. Il faudrait au moins qu'on occupe à notre niveau une place qui nous permettrait, non peut-être pas au regard du poids qui est le nôtre aujourd'hui, peut-être pas d'imposer des décisions, mais au moins d'avoir notre avis à donner, de telle sorte qu'on comprenne aussi, n'est-ce pas, que nous ne sommes pas des figurants, que nous sommes existants réellement et que nous avons une contribution importante dans l'édification de ce monde, que ce soit sur le plan scientifique et même aujourd'hui sur le plan des ressources plurielles qui sont les nôtres. En fonction de cela, qu'on ait une capacité à influencer, même si c'est de façon minoritaire, ce qui se passe à travers le monde. Et pour revenir à ce qu'on disait, nous sommes donc victimes peut-être de l'adoption sans interrogation de ce qui se faisait par les autres. Exactement. Alors aujourd'hui, vous mettez en exergue également la question des migrations irrégulières. Vous êtes parti du Cameroun normalement, d'autres décident de prendre des chemins ou un chemin parallèle. Le cas de Bissay, ce jeune qui reçoit cette proposition de sa femme, qui elle à son tour l'avait reçue d'une autre amie, et sur un coup de tête, il décide d'aller. Alors, puisque vous avez créé le personnage Bissay, que se passe-t-il réellement dans l'esprit d'un jeune qui décide de tout abandonner derrière lui et de prendre la route de l'Eldorado? Je ne suis peut-être pas la bonne personne pour évoquer cette question, mais lorsque vous écoutez les récits de ces différentes personnes-là, que moi j'estime être des victimes expiatoires d'un monde en perpétuelle décrépitude, eh bien vous verrez qu'il s'agit de quitter un environnement dans lequel on se sent inutile. Oui. Ça veut dire qu'on est chez soi, mais on estime qu'il n'y a pas pire que d'aller mourir sur cette voie migratoire-là. Parce que certains sont suffisamment outillés, sensibilisés sur la question, sur les dangers que peut représenter la route migratoire, mais ils l'apprennent quand même parce qu'ils estiment que chez eux, ils sont moins utiles en restant là. La mort est est peut-être libératrice. Vous voyez, que de rester sur place et souffrir, vivre le martyre, parce que cette souffrance davantage représente une espèce d'inexistence alors qu'on a appelé à exister parce que nous sommes des êtres humains. Il faut peut-être rappeler que Bissay arrive en grande ville. Il vit à la Belle Étoile au départ. Il se loue une maison. Malheureusement, il doit vivre avec vraiment des éléments de fortune. Ce n'est pas évident. Il cherche absolument à avoir sa voie et claque tout pour partir. Alors,
Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y en a qui sont prêts à partir, mais je vais vous rappeler également qu'il y en a qui sont partis. Ça n'a pas marché et qui sont prêts à repartir. Ça, je prends un exemple simple. Un collègue ici a réalisé quand même un documentaire assez intéressant sur la question et a approché certains qui avaient tenté l'aventure, mais curieusement, presque tous disaient « Dès que c'est possible, dès que je peux, j'irai à nouveau. » Cet état d'esprit, on a du mal à comprendre dans la mesure où les gens sont suffisamment informés sur les dangers, mais ils vont quand même. Je pense aussi qu'à côté de tout ce qui pourrait être présenté, il y a ce virus, si on peut l'appeler comme ça, des personnes qui sont parties et qui ont vu. Et à travers surtout les médias sociaux aujourd'hui, essayent de présenter des conditions qui sont, n'est-ce pas, extraordinaires, auxquelles tout le monde aimerait avoir accès. Mais les réalités, n'est-ce pas, de cette Eldorado ne sont parfois pas présentées de façon... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mensonges de la part de ceux qui sont allés là-bas. Exactement. Mais il y a surtout un business qui est alimenté. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont à des différents endroits qui se nourrissent uniquement de ça. Oui. Ça veut dire la mort devient donc un business. Parce que si on se permet de mettre les gens dans un canot et de leur donner, n'est-ce pas, la voie pour partir, en sachant que ces personnes peuvent trouver la mort, mais la mort devient un business. Alors, dans le livre, lorsqu'on regarde quand même le parcours, on va dire, périlleux de Bissai, on se rend compte que sur son chemin, il rencontre quand même pas mal de profils, que ce soit des jeunes enfants, des femmes enceintes. C'est d'ailleurs le cas de sa propre femme qu'il sera obligé d'abandonner dans le désert. Alors, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur vie là-bas. Et lorsqu'on peut regarder, on se rend compte que moralement, c'est difficile de soutenir Tout à fait. de tels événements. Ça déstructure, déstabilise totalement le moral. Alors, est-il irresponsable d'entraîner femmes et enfants dans de telles aventures? Pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a des choix qui se font par volonté. Oui. Il y a une obligation à un moment de partir. Partir parce que partir représente la solution, l'ultime solution. Oui. Et je pense, je peux me tromper, que des parents qui donneraient les enfants, leur famille en sacrifice, juste pour avoir accès à de meilleures conditions, sont très rares. Mais si ces personnes acceptent de le faire, c'est pour donner, n'est-ce pas, la chance aux leurs. Donc il ne s'agit pas de méchanceté. Forcément pas. Mais il faut surtout souligner qu'au bout de ce voyage, il y a de nombreuses âmes qui sont déchirées et qui n'ont plus rien au fond. C'est-à-dire toute l'énergie aura été laissée dans ces épreuves traversées tout au long de la route. Et lorsqu'elles arrivent, se posent la question de savoir s'il était vraiment nécessaire de partir. Parce que ces personnes vivent, mais sont mortes de l'intérieur. Oui. Alors, les horreurs traversées. Les horreurs traversées. Oui. Si vous voyez le cas, par exemple, d'Eding, qui est la compagne de Bissai, oui. Elle ne fait pas le bout de chemin. Elle ne voit pas le bout de chemin. Elle ne voit pas la terre promise en quelque sorte. Pour être un peu biblique cette fois-là. Exactement. Et Bissai qui arrive, mais qui finalement se pose la question de savoir s'il était logique pour lui de partir. Parce qu'il partait pour offrir à ses deux épouses, telles qu'il les appelle, de meilleures conditions de vie. Mais sauf que là, lorsque il arrive à destination, ça devient, n'est-ce pas, un vide total où il n'a plus de repères, il n'a surtout plus envie de vivre. Et il se demande si c'était qu'un cauchemar, tout ce qu'il a vécu. Alors finalement, c'était malheureusement pas. Du moins, au regard de ce qui a été vécu, on se dit ça peut être un cauchemar. Mais quand on regarde le parcours de ces migrants, ce qui se passe dans les différents pays, il y a toute une économie qui se développe entre les passeurs, entre les accompagnateurs, entre les bandits qui peuvent simplement séquestrer ces personnes. Les esclavagistes. Effectivement. Donc il y a tout un commerce. Est-ce qu'il y a intérêt nécessairement à ce que ce type d'activité s'arrête? Je pense que pour le bien de l'humanité, oui. Maintenant, qui est-ce qui définit l'humanité? À un moment dans le livre, Bissai pose la question de savoir à quoi ressemble la justice. Oui. Parce que la justice, parfois, est la manifestation, selon certains cas, de l'injustice. Ou alors, à qui est-ce qu'on rend la justice?
Donc, pour la justice de l'humanité, selon moi, il faudrait que les causes exactes de ce type de phénomène soient combattues. Ça veut dire qu'il faudrait que le phénomène soit combattu à la racine. À la racine. Mais aujourd'hui, peut-être pour des faits de bling-bling, on s'attaque davantage à la manifestation de certains phénomènes, mais sauf que ça ne résout aucun problème au fond. Le fond du problème reste, et c'est l'humanité qui perd encore chaque jour un peu de son essence. Alors, il y a beaucoup de gouvernements africains qui aujourd'hui adoptent un discours, celui notamment qui vise à dissuader tous les jeunes, tous ceux qui souhaitent se rendre dans ces pays-là, certainement par voie illégale. Mais est-ce qu'il suffit de dire non, n'y allez pas? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Peut-être proposer des alternatives sur place pour que ces personnes qui ne voient le bonheur qu'ailleurs puissent finalement le voir ici? Oui, c'est le cas. C'est pourquoi je pense que les causes du phénomène doivent être trouvées. Un jeune qui a des conditions de vie correctes ne prendrait pas les risques d'une telle aventure. Il y a des pays qui sont proches des côtes, mais qui n'ont jamais connu des vagues de migrants. Tout à fait. Tout à fait. Alors, si ces gens étaient... si les personnes qui veulent partir avaient des conditions de vie meilleures, je pense qu'on aurait de moins en moins de personnes ou de victimes qu'on retrouverait dans les eaux de la Méditerranée ou encore dans les déserts qui aujourd'hui sont remplis, je le pense, de nombreux cadavres. Alors, quand les États aujourd'hui disent ne plus être en même soit d'embaucher tous les jeunes, soit d'offrir du travail à tout le monde, et qu'il faut que chacun cherche par lui-même les moyens de s'en sortir. On parle de l'entrepreneuriat, est-ce que c'est une solution finalement? Est-ce que tout le monde a la capacité de développer des mécanismes de production des richesses sur place? C'est difficile. Le rôle peut-être de l'écrivain, du romancier en ce moment s'arrête. Ça veut dire, après avoir décrit la société, et présenter les faits, à chacun de trouver des solutions. Exact. Il existe de nombreux spécialistes dans beaucoup de domaines qui pourraient, je pense que c'est déjà peut-être fait, mais qui pourraient travailler encore plus, de telle sorte à trouver des solutions idoines qui pourraient nous permettre de connaître une avalanche moins importante dans le sens de la perte de nos concitoyens, de nos frères, de nos sœurs qui, pour moi, ne demandent qu'à vivre. Oui. Voilà. Ils ont besoin d'alternatives et si les alternatives arrivent sur place, peut-être ils resteront. Exactement. À côté des sujets aussi sérieux, de sont notamment l'immigration irrégulière, les enfants soldats, il y a quand même la question des enfants. Il y a la question des enfants et c'est un problème majeur en Afrique. Lorsque un couple reste pendant 13 ans avec un seul enfant, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce singleton? La pression familiale et même sociale sur ces derniers, elle est de plus en plus forte. Tout à fait. Ça a été légèrement abordé dans le livre. Le cas de Bissaï qui est le fruit d'une longue attente de ses parents et qui est surtout le dernier, le Benjamin. En ce moment, il a forcément beaucoup de responsabilités. Il doit être l'héritier, il doit être celui, n'est-ce pas, qui doit pérenniser la descendance. Tout à fait. Mais ça pose aussi une question qui a été évoquée dans de nombreux ouvrages. Est-ce que l'héritage devrait être associé aux parents, c'est-à-dire à l'homme ou à la femme? Dans nos quartiers, on dit généralement il n'y a que la maman qui connaît le véritable père de l'enfant. Alors, elle seule détient le secret. Si l'enfant qui hérite est un garçon, du moins vient de l'homme, est-ce que ça vérifie exactement ce qui se dit ou alors il faudrait le contraire? C'était aussi pour exposer ces questions-là que j'ai essayé d'écrire ça de cette façon. Mais aussi ce que vous avez évoqué, est-ce que la non-procréation aujourd'hui, mais dans un monde où on nous demande de moins en moins, de faire de moins en moins d'enfants. Oui.
parce qu'un enfant représente, dit-on, une grosse responsabilité. Tout à fait. C'est un être à élever. Il doit être prêt pour affronter la société. Mais on se pose la question également, on aimerait comprendre pourquoi est-ce que il y a une certaine époque, il était plus évident d'avoir beaucoup d'enfants et enfants rimés avec bénédiction. Oui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va dans ce sens? Est-ce que c'est l'adoption de pratiques qui nous viennent d'ailleurs encore une fois de plus? Autant de questions. Autant de questions. Est-ce que c'est la méthode à adopter ou alors il faudrait interroger ceci au lecteur de répondre? Oui, il faut dire que cette affaire d'enfant qui est le père, qui n'est pas le père, il y a beaucoup d'éléments de réponse en tout cas dans le livre. Il faudra le lire. Alors, il y a aussi cet autre aspect qui nous a paru tout à fait intéressant, c'est que le passé ne s'envole pas. Il nous revient toujours. C'est comme un effet boomerang, quelles que soient les circonstances. On a beau croire qu'il a disparu, mais le passé revient toujours. Et d'ailleurs, Bissai fait les frais, car chaque fois qu'il essaie d'échapper à son passé, même jusqu'à dans l'Eldorado, il se fait toujours attraper par son passé. Ouais, exactement, parce que l'être humain est la construction, ou alors il est le fruit d'une trajectoire. C'est peut-être la raison pour laquelle on dit souvent, le livre permet de découvrir les réalités parfois qui sont lointaines à notre cadre de vie le plus direct. Donc, Bissai, à travers les pratiques qu'il assume ou dont il hérite, eh bien, il en est le produit finalement dans sa trajectoire, parce que l'homme qu'il devient n'est que la résultante de tout ce qu'il aura traversé, de tout ce qu'il aura vécu, de tout ce qu'il aura appris. Mais ce n'est pas seulement le cas de Bissai, même dans le roman, si vous prenez sa compagne ou bien les autres personnages, ils sont, n'est-ce pas, au bout tout ce qu'ils auront vécu, et c'est ça peut-être, peut-être ça la société. Alors comment se fait le choix des noms dans la tête du créateur, du narrateur? Comment est-ce qu'on effectue les noms? On a bien vu que c'était choisi à dessein, que ce soit des femmes, et selon qu'on était en train d'évoluer dans le récit, on se rend compte que lorsqu'on sort du cercle national pour aller maintenant vers d'autres pays, on voit bien que je vais dire les couleurs des noms changent, c'est un peu plus global. Comment est-ce qu'on a effectué notamment les choix? Je pense que le choix se fait selon les réalités que l'on veut transcrire. Depuis, ça veut dire, dans mes romans, vous ne retrouverez pas des prénoms qui viennent d'ailleurs. Parce que, en plus de devoir promouvoir ce qui, n'est-ce pas, constitue notre richesse, sur le plan culturel notamment, il faut que le nom, lorsque vous prenez Bissai, il faudrait que Bissai ait une signification et qui se vérifie à travers le récit. Vous prenez Eding, c'est la même chose. Et on ne saurait donc évoluer dans ce sens et se retrouver hors des frontières du pays qui n'a pas été cité. C'est à chacun de savoir d'où... de quel pays, d'ailleurs aucun pays n'est cité. Exactement. Si vous prenez le précédent roman, Long Courrier, là il était précisé le pays. Oui, tout à fait. Mais c'est lui, le tout nouveau roman, il n'y a pas de précision. C'est aussi un choix qui est fait pour permettre, n'est-ce pas, au lecteur de se retrouver et de comprendre qu'il s'agit d'un pays qui est situé à ce niveau-là, à tel autre niveau. Ça permet aussi peut-être de travailler les ménages. Oui. De faire travailler l'intellect de chacun. Exactement. Voilà. Et agrandir un peu plus son champ en termes de culture générale. Tout à fait. Alors, le livre est présenté samedi prochain, ici même à Yaoundé. Tout à fait. Déjà, il faut se déplacer massivement. On va donner quand même exactement l'endroit, la situation géographique de l'espace qui va accueillir l'auteur et les potentiels lecteurs. Alors, la scène littéraire à laquelle j'aimerais réitérer mon entière gratitude a été l'espace qui nous a accueillis la fois dernière pour la présentation de Long Courrier. La scène littéraire promeut, n'est-ce pas, la littérature africaine. Pour moi, c'est un combat noble et qui mérite d'être encouragé. Leurs locaux étaient
situé à Omnisport. Maintenant, avec, n'est-ce pas, la construction d'un nouveau bâtiment, il se retrouve maintenant à Essos, pas loin de l'hôtel du Plateau, exactement au carrefour Bouba. Je pense que c'est facilement repérable de cette façon-là, mais oui. On a bien évidemment des contacts et qui pourraient permettre de se retrouver dans le cas où... repérer, tout à exactement. Fait. D'abord les contacts en question, si vous les avez en tête, évidemment. Bien sûr, vous pouvez déjà me contacter personnellement sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, désormais appelé X, oui. TikTok, à travers mon nom, Alexian Bokmis, ou alors sur, pour ce qui est des contacts, vous avez le 6 99 77 77 86, ou alors le 6 52 80 19 27. Voilà pour les contacts, on va dire samedi à partir de quelle heure? 15h. 15h, à la scène littéraire. Exactement. Et chacun pourra échanger avec vous. J'aimerais dire que votre livre ne présente pas que le visage hideux d'une Afrique, d'abord avec les enfants soldats, ensuite l'immigration irrégulière, également une belle histoire d'amour entre Eding et Bissai. Une belle histoire d'amour, hein. Il a été capable de se battre avec la chef d'une milice, je vais dire le chef d'une milice, quand même, c'est quand même intéressant. Donc il y a ça, il y a d'autres histoires qu'on va également découvrir. Alex Singham Bokmis, merci d'être passé à la radio. C'était un plaisir en tout cas. Vous ne retournez pas en Turquie tout de suite quand même? Nous sommes encore là, le temps de présenter l'ouvrage et de faire le nécessaire pour le reste des questions qui peuvent être extérieures à l'ouvrage lui-même. D'accord, en tout cas c'était un plaisir. Et si ce n'était qu'un cauchemar, le livre est d'Alex Singham Bokmis. C'est un jeune Camerounais, il est journaliste dans une agence de presse en Turquie. Il est passé à nous présenter son ouvrage. L'émission a été réalisée avec la contribution à la mise en onde de Salmon et Sana. Il y avait également Bertrand Bida pour la caméra et la diffusion sur l'espace Facebook. Coordination éditoriale, une affaire des Belbela Samari. Coordination centrale, Jean-Patient Tala, c'est le directeur général de la radio des auditeurs. Supervision générale, le reverend pasteur Bissa et Emmanuel Noël. Présentation, Jean-Jacques Foucault. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi.